Wesh les Kaizoku, on se retrouve pour la review du chapitre 1054 de One Piece. Après un mois d'attente, Oda a décidé de nous en mettre plein la vue. Sabo, Shanks, Ryokogyu, Akainu, bref, tu l'auras compris, le casting est monstrueux. On est peut-être sur le meilleur chapitre de l'année, mais en dehors du casting, le chapitre regorge énormément d'informations que l'on va analyser ensemble. Avant de commencer la review, je t'invite à soutenir la chaîne en t'abonnant, en likant la vidéo, le commentaire qui fait plaisir. Let's go! Le chapitre commence directement avec un combat entre l'amiral Ryokogyu Haramaki versus les fourreaux rouges, ou plutôt devrais-je dire les fourreaux rouges restants. Et détail mais très important, c'est qu'on retrouve parmi les fourreaux rouges Shinobu qui combat à leur côté. Va-t-elle récupérer une place restée vacante? Alors ça, seul l'avenir nous le dira. Mais je trouve que le choix serait intéressant et judicieux de mettre Shinobu parmi les nouveaux fourreaux rouges. En face d'eux, l'amiral Ryokogyu qui en dévoile un peu plus sur sa personnalité, qui, je le trouve, est assez agressif, violent. Bref, le mec, il respire pas la sérénité, quoi. D'ailleurs, il affirme que les Tenryobito sont les dieux de ce monde et que sans discrimination, sans inégalité, l'équilibre de ce monde n'existerait pas. Donc on aurait besoin de toutes ces mauvaises choses pour pouvoir vivre dans un monde plutôt stable, plutôt équilibré. Waouh, un sacré FDP. Donc on a clairement un point de vue opposé à Fujitora, l'autre amiral qui, rappelez-vous, lui, sur Dressrosa, n'a pas hésité à se prosterner devant Riku en signe d'excuse. D'ailleurs, ça avait fait le tour du monde, ça avait fait une tollée. Akainu n'était pas trop content. Mais accessoirement, on peut conclure que, justement, Haramaki aurait une vision de la justice absolue qui s'alignerait avec celle d'Akainu. Donc, Haramaki a l'air impulsif, autoritaire, colérique. Bref, tous les éléments qui nous montrent que le mec c'est un gros psychopathe. D'ailleurs, il n'hésite pas à dire qu'il est prêt à tuer tout le monde pour capturer Luffy. Il n'y en a pas beaucoup des personnages comme ça. Parlons de son fruit du démon, les gars, le Mori Mori no Mi de type Logia, ce qui explique les plantes et les fleurs qui poussent là où il marche. Donc au premier abord, ça a l'air d'être un fruit over-cheaté, mais vraiment cheaté. Tu sais, le genre de fruit du démon complètement chiant à combattre. Et je pense que c'est pour ça qu'il va nous apporter beaucoup de fil à retordre. Il se prendra un coup de Yamato chargé de haki. D'ailleurs, il le sentira passer, clairement, il a fait la remarque. Mais il n'a pas l'air d'avoir plus de dégâts que ça. J'ai pas l'impression que ça va plus égratigner que ça. Donc attention à l'amiral, il ne va pas falloir l'enterrer aussitôt. Momo va lui aussi intervenir en ratant complètement son Bolo Bless. À la place, il nous sortira un héros qui pue la merde. Donc du coup, Momo qui veut prendre ses responsabilités et qui va demander justement à Yamato de rester de côté, de ne pas intervenir. Donc là, on comprend clairement que le nouveau Momo, Shogun, veut prendre ses responsabilités, veut montrer qu'on est à Wano chez lui et que c'est lui le boss. Donc le nouveau patron de Wano décide de protéger la ville, de protéger donc la population, les Mugiwara qui d'ailleurs ne se sont pas remis à 100% de leurs blessures. Détail très important quand tu sais que dans l'avant-dernier chapitre, l'amiral Ryokogyu a démonté King et Queen et ça avait fait beaucoup de bruit. Ouais, amiral égale Yonko, Yonko égale on ne sait plus trop quoi, etc. etc. Donc c'est un détail très important et qui confirme les soupçons qu'on avait quant au niveau de l'amiral, mais aussi de l'état de forme de King et de Queen. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que Momo est prêt à combattre un amiral ? Personnellement, je dirais que non, car premièrement, il manque totalement d'expérience au combat. Deuxièmement, on a pu voir clairement qu'il ne maîtrisait absolument pas sa forme dragon. Donc pour tous ces éléments, je pense que Momo, à moins qu'il ait un power-up, à moins que au fur et à mesure du combat, il commence à contrôler son corps, son mode dragon, etc., pour moi, il va perdre son combat, c'est beaucoup trop prématuré. Un amiral, c'est quand même un très 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 haut level, donc je le vois pas du tout gagner. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Yamato ne va pas digérer la défaite de Momo? Est-ce qu'elle ne va pas accepter de voir Momo se faire maîtriser et du coup elle va intervenir? Ça, on le découvrira ensemble. Mais dans tous les cas, il faut savoir que Momo, une fois en pleine possession de ses capacités, donc à 100%, deviendra l'un des persos les plus puissants du manga. On passe à la seconde partie de ce chapitre avec l'apparition de Shanks au large de Wano. Et oui, ce moment nous a, je pense, tous retourné le cerveau. Alors, il apparaît, en tout cas, il réapparaît et il nous sort une masterclass. Eh Beck, il serait peut-être temps d'aller chercher le One Piece, là. Je crois que c'est l'heure, là, tu vois. On a attendu pendant tout ce temps, pendant toutes ces années on s'est mis en mode stand-by parce que justement on n'avait pas la clé, oui la fameuse clé Joy Boy. Et là on a vu l'avis de recherche, voilà, tout se passe comme prévu, j'ai l'impression
que Shanks avait tout prévu depuis le début. Du coup, Shanks entre dans la course du One Piece et ça va faire beaucoup de monde, ça va se bousculer et ça va partir en mêlée générale, hein, parce que là, on a de très gros personnages. Si en plus de ça, tu rajoutes Shanks et son équipage, les gars, je sens que ça va être des masterclass sur masterclass, hein, les chapitres qui vont arriver. Est-ce que Shanks sera l'adversaire de Luffy ? Est-ce que Shanks est un putain de mastermind et aurait tout prévu depuis le début et serait du côté, entre guillemets, des méchants? Ça, c'est une question que je me réserve pour une autre vidéo théorie qui débarquera dans pas très longtemps. Donc, restez connectés. On termine donc le chapitre avec Sabo, l'empereur des flammes. Et ouvrez bien vos oreilles parce que le mec, il a débarqué à Marie-Joase avec son équipe. Il a attaqué 2 amiraux. Il s'en est sorti indemne. Il a sauvé son pote Kuma et il a détruit le drapeau des Tenryobito. Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose? Après, pour les 2 amiraux, on va pas enlever le fait que le combat s'est déroulé sur Marie-Joase et que malheureusement les deux n'ont pas pu se donner à 100%. Mais voilà, Sabo avait quand même avec lui le terrain. Il avait aussi également avec lui la stratégie, car faut pas oublier que c'était une attaque surprise. Mais voilà, ça reste quand même un exploit. Et le dernier en date à avoir réalisé un tel exploit, c'est le légendaire Fisher Tiger. C'est donc logiquement que Sabo monte en popularité dans le monde. Mais parce qu'il y a un mais, on apprend finalement que Sabo aurait tué Cobra, le papa de Vivi, qui elle-même s'est fait capturer par on ne sait qui. Par je ne sais qui. Après, bon, ça c'est la version entre guillemets officielle des journaux. Et moi, cette version papier, je la jette aux chiottes, je vous dis la vérité. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas très longtemps, Im-sama tenait Vivi une photo de Vivi dans ses mains. On sait qu'il fallait éteindre une des lumières de ce monde. Et comme par hasard, Cobra s'est fait tuer. On sait aussi que le Gorosei parlait de Cobra de manière non élogieuse. Apparemment, ce serait un traître parce qu'il il ne vivait pas sur Marie-Joase, contrairement aux autres rois. Bref, tout ça pour dire que Akainu va avoir énormément de boulot. Et le mec a l'air plutôt serein, je trouve, hein, concernant la situation. Tout est en train de partir en cacahuète dans le monde. Mais lui, il a l'air quand même, je trouve, assez serein dans le peu de cas qu'on l'ait vu. Donc voilà, faut pas oublier que la marine, va falloir les surveiller de près. Je pense qu'ils ont un atout encore dans la manche. S'ils ont viré les Shichibukai, c'est pas pour rien. C'est qu'ils ont derrière quelque chose d'assez solide, une force de frappe assez monumentale. Et puis pour conclure, faut pas oublier que Barbe Noire est en mouvement pour je ne sais quelle raison. Et vous le savez les gars, Barbe Noire, il attaque toujours là où on s'y attend le moins. Et surtout le mec, j'ai l'impression qu'il a pensé à son plan depuis avant le manga. Oda, il avait même pas écrit le manga, que Barbe Noire avait déjà pensé à tout ce qui se passe là, tu vois. Donc attention à Barbe Noire. Bref les gars, la vidéo se termine là. N'hésite pas à soutenir la chaîne en commentant, en t'abonnant, en lâchant le pouce bleu. Je te dis à très bientôt, c'était Roro. Peace.